Salut, bienvenue à tous sur ce nouveau podcast. Et aujourd'hui, on a quelqu'un avec nous que j'aime beaucoup, c'est Tom Migo de Tom Migo Photographie, qui est un photographe qui a une chaîne YouTube qui date d'un moment déjà et que j'ai pas mal suivi à mes débuts. Donc, je suis vraiment content de l'avoir ici. Merci beaucoup, Tom, d'être avec nous. Ben, je t'en prie, heureux d'être là. Et bon, bah, j'ai fait une petite présentation de toi, mais est-ce que tu peux un peu plus te présenter un peu plus dans les détails? Eh bien, quoi dire, c'est toujours pas facile de se présenter soi-même. Donc effectivement, je suis Tom Migo, je suis basé à Édimbourg en Écosse. J'y suis depuis 2007 en fin de compte. Mais je suis pas écossais, je suis même pas britannique. Je suis né en France et à l'âge de 18 ans, je suis parti. Je suis parti m'installer en Angleterre et puis après, je suis allé m'installer aux États-Unis pendant plusieurs années, avant de revenir brièvement en France et de m'apercevoir que je ne pouvais absolument pas vivre en France. Et donc, du coup, concours de circonstances, je suis venu m'installer ici en Écosse. Voilà. Tu parlais de la chaîne YouTube. Oui, la chaîne YouTube, en fin de compte, cette année, là, au mois de février, célébrait les 8 ans. Donc, comme quoi le temps passe vite. Ah, ça Et fait un moment, puis, hein. ouais, ça fait un moment, ouais, ça fait un moment. Puis c'est marrant parce que de temps en temps, il y a des vidéos, des premières vidéos qui ressortent, hein, comme ça, quand je dis qui ressortent, elles sont toujours là, mais qui sont mis en avant par un commentaire ou autre. Et donc, du coup, c'est marrant de revoir ce contenu, de revoir la personne aussi qui a changé, énormément changé. Euh, pour le mieux, j'aime à croire, pour le mieux. Et puis quoi dire de plus? Au niveau de la photo, eh bien, mon activité principale, c'est d'être photographe de mariage, photographe de portrait également, et puis également photographe de paysage fine art que j'organise, que je fais ici en Écosse ou un peu partout où je me trouve. Et puis bien sûr les stages que j'organise tout au long de l'année, aussi bien en Écosse qu'un peu partout en France. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à la photo? Ça fait très longtemps que t'en fais ou? Alors, la photo, oui. Là, tu vois, par exemple, en novembre dernier, j'ai fêté mes 40 ans. Donc, je suis pas vieux. Je suis pas vieux, mais j'ai grandi donc dans les années 80. Et dans les années 80, on a tous eu en main les appareils jetables. C'était vraiment la mode à l'époque. Et donc, du coup, c'est vrai qu'à toutes les sorties scolaires que j'ai pu faire, ou centres aérés, et toute activité qu'il y avait dans la famille, anniversaire, etc., j'ai toujours fait des photos en fin de compte. Alors, j'ai pas forcément appris la photo par quelqu'un qui m'a enseigné la photo. Mes parents faisaient de la photo, ils développaient même leur propre photo en noir et blanc. Mais j'ai pas été exposé réellement à ça. J'avais absolument pas du tout conscience en ça. Et je crois que s'il y a eu un apprentissage dans mon enfance de la photo, ça a plus été par le fait que la photo était omniprésente, et que toute occasion qu'on vivait a toujours été photographiée. Donc c'est plus à ce niveau-là. Et puis après, c'est vrai, comme je disais, j'ai quitté le pays à l'âge de 18 ans. Et pour moi, la photo et la vidéo, parce que je faisais aussi, quelques années plus tard, j'ai acheté un caméscope digital. Ça a été le seul moyen, en fin de compte, de prouver que ce que je vivais, je l'ai vécu. Ça paraît peut-être bête à dire, mais c'est vrai que le rôle de la photo en général, c'est un rôle de sécuriser les moments importants de la vie de chacun, et à commencer par la mienne. C'est un peu comme ça que ça a commencé en fait. Et donc quand je suis parti aussi bien en Angleterre, ou après quand je suis parti m'installer aux États-Unis, et que à l'âge de 20 ans, il y a un chien qui est d'accord avec moi. À l'âge de 20 ans, j'ai fait le tour des États-Unis dans un bus, dans les bus Greyhound, en 14 jours. Et donc j'ai vu et j'ai vécu des choses assez incroyables. Et j'ai photographié tout ça. Et je me rappelle à l'époque, c'était un petit appareil, un premier appareil numérique qui est sorti. Euh, et avec une réserve très limitée de photos. Donc tous les jours, dans le bus, à la fin de la journée, je faisais du nettoyage, à supprimer des photos pour que je puisse avoir assez de place pour le lendemain, etc.
Donc oui, la photo, ça a plus été comme ça. Et la photo de paysage, donc du coup, oui, parce que quand on évolue, quand on voyage à travers les États-Unis et qu'on découvre des paysages qu'on a seulement vu dans les films, etc. Et le cinéma m'a énormément influencé, et m'influence toujours. Et donc du coup, on a envie de prendre des photos de ce que l'on voit, quoi. Donc c'est un peu comme ça. Et puis après, ce qui a été le gros déclencheur pour moi, je pense, ça a été mon arrivée ici en Écosse, parce que la raison pour laquelle j'ai fini en Écosse, en fin de compte, c'est parce que j'ai été embauché par Adobe. Et donc, du coup, on ne peut pas être dans une maison comme Adobe et être imperméable à l'esprit de créativité qu'il y a dans cette maison d'édition et aussi bien avoir accès, c'est vrai, hein, avoir un accès illimité à tous les outils créatifs que produit cette maison, a fait que du coup, j'étais entouré de créateurs, avoir les outils pour créer et du coup avoir accès aussi à une source aux ressources d'apprentissage énorme. Et puis le fait d'être bilingue, il faut le dire aussi, le fait d'être bilingue fait que toutes les ressources en ligne étaient en anglais, etc. Donc du coup, c'est à travers ça que j'ai vraiment progressé, grandi et oui, c'est Adobe. À Adobe, je dois beaucoup en fin de compte. Surtout qu'à une époque, à mon avis, quand tu étais à Adobe, Adobe n'était pas aussi accessible que maintenant. Maintenant, en fait, on se plaint de l'abonnement, mais Photoshop à l'époque, c'était cher, quoi. Donc Alors, c'était ouais, tout à fait. Et c'est intéressant. C'est d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je ne me suis pas exprimé sur le sujet quand on est passé à l'abonnement en 2015. C'est pas quelque chose sur lequel je me suis attardé ou j'ai même couvert dans une vidéo. C'est vrai que peut-être par rapport à tous les autres youtubeurs français, j'ai couvert énormément de choses sur les produits Adobe. Lightroom et aussi Photoshop. Mais en ce qui concerne le passage à l'abonnement, je ne l'ai pas couvert. Et la raison pour laquelle je n'ai pas couvert, c'est que je ne voulais pas participer à cette polémique. Ça n'avait rien à voir avec le fait que j'avais travaillé chez Adobe. C'est simplement que je trouvais injuste, et encore aujourd'hui, hein, alors que je ne suis plus chez Adobe depuis 2016, je trouvais ça injuste, injustifié les critiques que l'on faisait à l'époque en disant maintenant c'est l'abonnement, on doit louer un logiciel alors qu'avant on était propriétaire. Or que toutes les personnes qui critiquaient ce passage à l'abonnement étaient des personnes qui n'étaient d'une pas professionnelles et n'avaient jamais acheté Photoshop. Et comme tu dis, Photoshop à l'époque, si on s'y remet, c'est quelque chose qui coûtait aux alentours de 1000 euros. Entre 600 et 1200 euros en fonction de l'option que tu choisissais d'avoir. Et tu devais mettre à jour tous les 4 ans aussi. Voilà, alors c'est vrai que les entreprises mettaient à jour tous les 4 ans parce que ça représentait un coût. Et comme ça représentait un coût, ne faisaient pas les mises à jour qui sortaient tous les ans ou tous les 2 ans. Et donc du coup, ils passaient entre 2 ans et 4 ans de cycle. C'est ça qui a poussé en fin de compte Adobe à passer à l'abonnement pour essayer de s'assurer que et c'est pas on peut voir ça d'un côté fric, mais c'est pas d'un côté fric. C'est uniquement parce que les entreprises qui ne passaient pas à la nouvelle mise à jour, en fin de compte, n'avaient devant eux, mettaient à jour leur système opérationnel, Windows et autres, mais mettaient pas à jour les logiciels. Et d'un point de vue support, ça coûtait cher de faire du support sur des anciennes versions alors qu'on a amélioré les versions justement pour continuer avec la technologie. Et donc ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que nos clients aient la dernière version possible? Eh ben, le moyen de le faire, c'est de s'assurer qu'ils ont un abonnement et comme ça leur coûte rien de mettre à jour. Et c'est là est sorti l'abonnement. Et après, il y a eu l'histoire du cloud avec tous les services en plus qui viennent se greffer. Mais voilà ce qui était au départ. Et donc, toutes les critiques qui ont été faites sur le fait de payer un abonnement, etc., je trouvais ça complètement absurde. Et je t'avouerai qu'en toute honnêteté. C'est plus pour. Je peux le comprendre pour les gens qui sont vraiment limités à Lightroom et qui touchent pas du tout à Photoshop et qui voient pas le potentiel en Photoshop et qui se disent au final Lightroom était relativement pas cher si tu le divises sur 4 ans par mois
Et du coup, ça, si tu utilises que Lightroom, l'abonnement devient quand même plus cher. Mais dès que tu y ajoutes la plus-value de Photoshop, c'est là que le basculement entre ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup joue vraiment beaucoup, je trouve. Ouais, mais je t'avouerai que, en toute honnêteté, l'abonnement aujourd'hui photographie d'Adobe, je crois en euros, il est à 12 euros. 12 ou 14 euros. 12 ou 14 euros par mois. Si on compare ça à autre chose, 2 paquets de cigarettes. Ah non, ouais, bien sûr. Même L'abonnement ton Internet, abonnement combien? Netflix ou... Voilà, Canal+, ou tous les abonnements Internet, les abonnements de télé, etc., coûtent beaucoup, beaucoup plus cher. Et quand après, on va dépenser en objectifs, on va dépenser des milliers d'euros en objectifs, euh, après, c'est que des compromis. Il y aura toujours la solution, il y aura toujours des solutions autres. Hein, aujourd'hui, il y a Darktable, il y a GIMP. C'est vrai. C'est toujours des compromis à faire. Et il faut pas oublier que Photoshop, effectivement, c'est un produit qui vise les professionnels et qui est maintenant démocratisé, justement, peut-être grâce aussi à l'abonnement. Euh, donc non, je trouve que c'est toujours j'ai toujours trouvé que c'était un faux débat, le coût. Euh, et Je que suis c'est assez justement d'accord les gens aussi. les gens qui ont pas d'argent ont d'autres solutions. Hein, il y a toujours Luminar, etc. Donc on fait avec ce qu'on a et tout le monde a un budget, quel que soit. Même moi-même, hein, j'ai un budget. Hein. Donc on a tous un budget à respecter et, euh, et après on peut toujours trouver d'autres solutions. Ouais, moi, je pense que c'est assez clair, puis je suis assez d'accord avec ça. Après, après c'est vrai qu'il y a d'autres solutions et que ça peut valoir le coup si vous n'êtes pas content avec Lightroom ou avec Photoshop d'essayer d'aller voir ailleurs. Il y a pas mal de choix maintenant. Tout à fait. Et, et du coup, t'es arrivé en Écosse, du coup, je sais plus l'année, il y a 5-6 ans? Oh non, 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 je suis à plus de 10 ans là maintenant, 2007. Hein. Ah, plus de 10 ans, 2007, 2007. Et j'imagine que t'en as vu pas mal. Déjà, il y a une grosse différence entre le nord de l'Écosse et le sud de l'Écosse, si on peut dire ça comme ça. Tout ce qui se trouve en dessous d'Édimbourg et de Glasgow, en fait, de la ligne des deux villes. Ça, j'ai vraiment pas du tout visité cette partie sud. Est-ce que toi, tu as visité un peu tout le pays ou est-ce que tu as encore pas mal de choses à voir? Alors, je t'avouerai qu'aujourd'hui, à ce jour, j'ai pratiquement tout vu. J'ai été dans toutes les régions. Là, ce qui me reste, on va dire dans ma bucket list, ça serait les îles. Voilà. Et j'avais prévu de le faire cette Mhm. année, mais là, bon, c'est un petit peu mal parti, on va dire. C'est un petit peu mal parti, c'est même pas de ma faute. C'est ce qui m'enrage davantage. Donc oui, non, il y a certaines îles comme les Shetland, par exemple, où je suis pas allé. Il Ok. y a les îles Uist, Les j'ai pas. hybrides? Non, les hybrides, j'en ai fait certaines, mais j'ai pas fait Uist, par exemple. Ok. Euh, Ok. mais sinon, sur la Terre, oui, je les ai tous faits. Et t'as raison, c'est différent, mais ce qu'on peut aussi dire, c'est que comme tout le monde, quand je suis arrivé, on pensait aux Highlands, on a été marqué soit par des films comme Highlander ou Braveheart, Rob Roy par exemple. Et donc du coup, c'est Harry vrai Potter? comment? Harry Potter pour certaines générations. Euh, et encore parce que je dirais que Harry Potter, à part le fameux, à part Glenfinnan, Ouais, il y a rien d'autre qui a été fait en Écosse. Tout le reste c'était le nord de l'Angleterre et puis même le château, il y ressemble pas du tout. Donc c'est vrai. donc c'était plus dans Yorkshire et puis dans les Northumberland qu'ils ont fait Harry Potter. Mais donc oui, j'avais tendance, comme tout le monde, à aller au nord. Hein. Et puis il y a quelque chose aussi un petit peu d'excitant à l'idée de te dire quand tu es au nord et de voir à quel point tu te retrouves proche, entre guillemets, hein, encore plus proche du pôle Nord. Voilà, ça paraît absurde de dire comme ça, mais c'est vrai on va au nord, on a toujours tendance à vouloir aller au nord, au nord, au nord. Et en fin de compte, le sud, donc le sud, si on trace une ligne le long du Firth of Forth, donc la ligne entre Édimbourg et Glasgow, et puis on met tout ce qu'il y a en dessous,
Ça, j'ai mis quand même pas mal d'années. C'est en 2014, en fin de compte, que j'ai exploré davantage cette partie-là de l'Écosse, qui est tout aussi intéressante d'ailleurs. Mais Et elle- et je dirais même, excuse-moi, je dirais qu'il y a même, je diviserais même pas forcément l'Écosse uniquement en deux. Je diviserais l'Écosse pratiquement en trois, en fin de compte. Je dirais que tu as toute la partie, et c'est marrant parce que à chaque fois c'est lié à un estuaire. Donc t'as l'estuaire de Firth of Forth, donc je parlais, c'est l'estuaire d'Édimbourg, mais de l'autre côté à l'ouest t'as l'estuaire du Clyde, donc c'est l'estuaire côté Glasgow. Et donc, tu as toute cette partie au sud de ça. Ensuite, tu vas avoir une autre partie qui va être l'estuaire que tu vas avoir jusqu'à Inverness. Donc, Mhm. et donc, ça, c'est la deuxième partie qui a déjà entamé les Highlands. Et après, tu as ce qu'il y a au nord d'Inverness. Et là, c'est encore différent. Là, c'est encore différent. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est même tu peux même pas te dire que tout ce qui est au-dessus d'Inverness se ressemble, parce qu'en fin de compte, tu vas avoir une énorme différence entre ce que tu vas avoir à l'est, au nord de Inverness, et à l'ouest de ce que tu vas avoir au nord de Inverness. Donc Mhm. c'est vraiment très très varié et c'est vraiment très très varié. Ouais. Ouais, c'est un truc qui est assez, qu'on se dit pas forcément, je pense, quand on voyage en Écosse, mais on peut voir vraiment des choses très très différentes, notamment des très belles plages au nord qu'on n'imagine pas forcément. Alors ça c'est vrai, Mais, absolument. ça m'avait choqué. Des plages, tu te retrouves sur des plages où il y a personne et puis avec du beau sable et tout. Non, l'Écosse elle est pleine de surprises comme ça. Ah oui, si avec un climat, de toute façon toutes les plages au nord de l'Écosse sont des plages de sable blanc, des eaux turquoises. Euh, c'est absolument incroyable. Elles sont dignes des plages des îles tropicales. C'est juste bon après c'est la météo qui est pas forcément tropicale, mais c'est assez extraordinaire. Ouais. Puis du coup, parlons de météo, parce que, alors, je pense que beaucoup de gens pensent Écosse, pensent pluie, ce qui est pas forcément faux suivant la période à laquelle on y va. Pour toi, quelle saison que tu préfères pour voyager en Écosse, pour photographier l'Écosse, pour quelqu'un là maintenant qui est en France puis qui veut planifier, bon, pas en ce moment, mais dans quelque temps, un voyage en Écosse, euh, quelle période tu lui conseillerais? Alors c'est toujours délicat en ce qui concerne les périodes parce que et on me le demande à chaque fois quand on me contacte pour organiser un stage photo ici en Écosse, on me dit mais quelles seraient les meilleures dates, etc. Mais il y a pas de meilleure date, c'est un petit peu comme tout, c'est des histoires de compromis. Cela dit, si on part du principe que quelqu'un veut visiter l'Écosse et donc profiter d'un maximum de luminosité, profiter de la meilleure météo entre guillemets, et non pas forcément. Quand je dis meilleure météo, ça ne veut pas forcément dire meilleure météo d'un point de vue photographique. Je parle uniquement d'un point de vue Mhm. visite. À ce moment-là, je dirais que le mois de mai, c'est sûrement le meilleur mois de l'année. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des jours qui vont déjà être très très longs. Vraiment très longs, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que par exemple au mois de juin, et je sais bien que je parle du mois de mai, mais le mois de juin, si on prend le solstice d'été par exemple, eh bien, grosso modo, on peut voir le soleil, ou du moins les lueurs du soleil, tout le temps. C'est-à-dire qu'il Ok. va se coucher il va se coucher à peu près à 11 heures par là. Et à 11 heures, on va avoir, enfin entre 10 heures et 11 heures, et on va voir quand même les lueurs à l'horizon. Et on arrive à les voir, en fait, en fin de compte, jusqu'à 2h30, 3 heures. Et à 3 heures, il va commencer à remonter, avoir peut-être un lever de soleil officiel, peut-être à 4h30 ou 5 heures du matin. Donc le mois de mai, Mhm. pour ça, ça va nous offrir des journées extrêmement longues. En plus de ça, d'un point de vue météo, ça reste quand même une époque qui peut être très venteuse, mais des températures relativement hautes. Il faut savoir que les températures en Écosse, en été, c'est généralement aux alentours de 16 degrés par là. C'est les températures qu'on peut atteindre. Il y a des exceptions, par exemple, moi c'est vrai que quand j'ai eu ma mère qui est venue me visiter la première fois en 2008, elle est venue et on a eu 27 degrés pendant toute la semaine où on a fait tout le tour de l'Écosse. Donc ça peut arriver, ça peut arriver.
Et ça a tendance à arriver de plus en plus souvent. Ça fait 3 ans, en fait, je fais mes stages, moi, l'été en France, hein, donc je suis pas en Écosse. Mais il y a eu la canicule, il y a la canicule ici en Écosse également. Il se trouve que bon, moi je l'ai vécu en France, la canicule. Peut-être que j'aurais préféré vivre la canicule en Écosse, je t'avouerai. Parce qu'une canicule à 25 degrés, je peux le faire en Écosse. Il y aura toujours du vent. Une canicule de 25 degrés en France sans vent, j'avoue souffrir pas mal. Bref. Donc oui, on a des températures qui sont quand même assez intéressantes au mois de mai. Et puis ensuite, ce qu'il va y avoir, c'est qu'au mois de mai, même si on a toujours du retard par rapport aux saisons, hein, en ce qui concerne le printemps, dû aux températures aussi. Au mois de mai, ça veut dire qu'on a quand même les fleurs, on a le feuillage, etc. Donc on a des couleurs intéressantes. Donc ça va être le mois de mai. Après, si on s'aventure un peu plus, c'est-à-dire qu'aux alentours de juin, là, ça devient un petit peu délicat. Et ça devient délicat principalement sur la côte, sur toute la côte ouest, en fin de compte, de l'Europe, pas de l'Europe, de l'Écosse, à cause d'un insecte, à cause des midges. Ah ouais, les midges. Et alors ceux qui pourraient se plaindre, en fin de compte, des moustiques, ils iront revoir leur copie, parce que moi je fais les stages en Camargue, donc les moustiques, je sais ce que c'est. Les moustiques en Camargue, c'est de la blague par rapport aux midges en Écosse. Les midges, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fin de compte, c'est des moucherons. C'est pas un moustique, c'est un moucheron. Et contrairement à un moustique, c'est un moucheron qui fait faire à peu près 2 mm de largeur. Donc c'est extrêmement petit. Ça veut dire que la moustiquaire habituelle, lui, ça lui fait pas peur, hein, il va rentrer dedans. Et en fait, il est carnivore. Et il vient se glisser sur les, par exemple, au poignet. Il va dans les manches, juste au poignet des manches, ou bien le pire, ça va être surtout au cou et dans le bas du dos. Si on a le malheur d'avoir le t-shirt qui s'est levé un petit peu, juste sous la ceinture, hein, du pantalon ou du short, là ils viennent se mettre là et ils viennent te bouffer, quoi. Et c'est vraiment atroce. Et donc du coup, c'est vrai qu'ils sont tendance à éclore en fin de compte en juin. Fin mai, ouais, début juin, là, quand ça commence à bien chauffer le sol, et en fait jusqu'à la fin août, début septembre. Et ce que t'as pas dit, c'est pas leur taille le problème, c'est leur nombre. C'est pas leur taille, c'est pas leur taille, ouais. Non, il y en a des milliers, quoi. Voilà, c'est ça. C'est des millions. Et je me rappelle, j'avais fait une vidéo qui s'appelait Fuck the Midges, que j'avais faite, je sais plus, en 2015, par là, 2015, je pense, hein, ou même avant, où j'étais sorti un week-end avec mon épouse et ma fille. On était allé camper, on était allé dans le sud, dans le sud-ouest, hein, et c'était au mois de juin, je pense. Et d'habitude, on n'est pas là à ce moment-là. Et bon, j'ai dit bon, allez, on va y aller. Et à l'époque, il y avait un site web assez ridicule quand on y pense, un site web qui était en fait le Midges Forecast, donc la météo pour les midges. Et en fait, ça nous donnait une carte de l'Écosse en nous disant où étaient les concentrations de midges à tel moment, etc. et l'évolution. Et bon, bêtement, je me suis dit tiens, je vais suivre ça, et ça devait être tranquille. Ça devait être tranquille. Et à un moment donné, on avait planté la tente au bord d'un lac. On était en fin de compte dans la région du juste au-dessus de Carlisle, et dans les lacs. Et puis on va se promener le long du lac. Et à un moment donné, je vois de la terre, mais tu sais, la terre un peu comme le désert américain, ou craquelé et tout. Et je me dis tiens, il y a une superbe opportunité de photo et tout, ça va être génial. Donc je laisse ma femme et ma fille sur le bord, et puis je m'aventure vers sur cette terre craquelée là. Et puis il y avait un arbre mort au sol, et j'ai dit tiens, je vais me brancher là. Et donc je sors le trépied et tout comme je fais d'habitude. Et puis en fin de compte, ce que je n'avais pas, et je sors, j'avais une polaire, je sors la polaire. Et bien sûr, au moment où je m'apprête à enregistrer la vidéo, voilà pas qu'en fin de compte, je réalise que chaque pas que j'avais fait, et j'avais peut-être marché sur 50 mètres, chaque pas que j'avais fait dans cette terre craquelée, en fin de compte, n'avait fait que réveiller ces midges qui sont en fin de compte en larves dans la terre. Et d'un seul coup, ils viennent tous. Et là, il y a des millions de midges. Il y en a tellement
qu'on les voit dans la vidéo. Et dans la vidéo, j'ai mon Stetson sur la tête, j'ai la tête entourée avec un foulard. On dirait un ninja avec un chapeau de cow-boy. Et tout ça pour faire une photo qui en fait n'est pas terrible du tout parce qu'à cause de ce stress des midgets, et ils sont commencé à venir à essayer de m'attaquer. Donc c'était assez impressionnant. Mais c'est voilà le côté négatif en fin de compte de l'été en Écosse. Mais ça se situe principalement sur la côte ouest. Donc si on reste sur la côte est, il n'y a aucun souci. Si on est dans les terres, ça risque rien non plus. Et petite astuce, si vous êtes à cette période-là en Écosse, s'il y a un peu de vent, normalement, vous les verrez pas parce qu'ils n'arrivent pas à voler contre le vent. Donc, essayez de sortir dans des périodes un peu venteuses si vous avez le choix. Tout à fait. Et puis, il y a un spray. Alors, il y a un spray qui est absolument magique. Et d'ailleurs, il fonctionne super bien pour les moustiques en Camargue. Ouais. Ce spray, on le trouve facilement, même sur Amazon. Il y a la bouteille, je me souviens plus comment elle s'appelle. C'est je me souviens plus du nom, mais il y en a. Si on cherche Midges et puis même sur Amazon Midges Spray, on va le trouver. Et ça, c'est la solution idéale. Ça combiné avec avec les cagoules. En fait, on ressemble à comment on appelle ça? Ceux qui font Un apiculteur. Un apiculteur, voilà, j'allais dire épicurien, mais c'est pas si loin que ça. Mais et un apiculteur, voilà. Et c'est de la moustiquaire extrêmement fine. Et du coup, ça nous permet de se protéger de la tête. Et on peut faire des photos. Voilà, on peut photographier avec ça. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Ça a une paire de gants et ça pose pas de souci. Mais c'est vrai qu'on peut monter en altitude. Mais attention, parce que si ton comment ça s'appelle, ton astuce est vraie, absolument vraie. Écoute, il y a 3-4 ans maintenant. 3-4 ans de ça, je suis parti avec mon épouse sur l'île d'Aran, qui est une île qui se situe à l'ouest de Oban. Et du coup, on partait pour le week-end et on monte en haut d'une montagne qui s'appelle Godfell et qui est très 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 beau. Et on savait qu'on était au mois de juin, et je savais donc que c'était l'époque, il fallait surtout pas aller dans les îles, etc. à ce moment-là. Mais bon, je me suis dit, on va monter, de toute façon, on va grimper, on va être en altitude, ça va pas être un souci. Le problème, c'est que quand on est arrivé ce jour-là, eh bien, c'était le seul jour où il n'y avait pas de vent. Et donc, on s'est retrouvé à 800 et quelques mètres, ce qui paraît pas énorme comme ça. Hein. Si les gens qui nous écoutent, c'est des gens qui ont l'habitude des Alpes et des Pyrénées. Seulement, il faut pas oublier. Imaginez, vous commencez à zéro. Voilà, c'est ça. Imaginez-vous que vous commencez votre ascension à 0 et non pas à 1200 mètres ou 3000 mètres comme ça peut être le cas dans les Alpes et dans les Pyrénées. Donc on commence à 0. Donc quand on dit 850 mètres, c'est quand même une altitude assez élevée. Je crois d'ailleurs, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que Ben Nevis il doit être à 1200 mètres hein, et c'est le pic le plus élevé de tout le Royaume-Uni. Bref, donc on fait cette ascension, on est à 800 et quelques mètres et il n'y a pas de vent. Eh bien oui, c'est Midges. Ces putains de midges, si je peux même employer le terme, eh bien ils étaient là et c'était vraiment pas la joie. Mais bon, j'ai fait les photos, etc. Mais donc voilà, se méfier et pas partir en se disant si on va le plus haut, on va pas avoir de midges, il va forcément y avoir du vent. Il peut y arriver où on n'a pas de vent. Voilà. Et du coup, avril-mai pour la période la plus sympa pour voyager, mais pour photographier, tu conseillerais quand, toi? Alors, pour photographier, ça peut être la même. Et après, c'est des histoires de compromis. Tu vas t'apercevoir en fait que le mot compromis, je l'adore. Je le mets à toutes les sauces parce que j'ai l'impression que la vie, de toute façon, est toujours un compromis. J'organise très peu de stages en fin de compte l'été. Parce que en fait à cause de ce que je viens de raconter et après aussi parce que du coup je viens en France faire mes stages mais après je reprends mi-septembre jusqu'à on va dire fin octobre et l'octobre l'avantage que ça a c'est ses couleurs dorées, ces couleurs rouges c'est vraiment exceptionnel. Alors en septembre, les températures commencent à baisser, les journées commencent à baisser un petit peu, mais même quand on arrive en octobre, on arrive encore à avoir, il va faire nuit aux alentours de 6 heures par là le soir. Donc ça reste encore jouable. Plus on va s'approcher de l'hiver,
plus ça va être relativement difficile. Parce que même si on regarde les éphémérides qui vont nous dire par exemple que le coucher de soleil va être à 4h30 ou 5h, ce qui pourrait correspondre à ce que l'on a en France et en Europe à ce moment-là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est en Écosse et que la météo est telle que le ciel est nuageux. Et le fait que le ciel soit nuageux, en fin de compte, déplace en quelque sorte l'éphéméride. Donc officiellement, oui, le soleil va se coucher à 4h30 du soir. Officieusement et dans la réalité, en fin de compte, tu as l'impression qu'il fait nuit à 2h, 2h30 de l'après-midi. En fonction de là où tu te situes. Et donc, c'est vrai que ça devient quand même très délicat. Sachant que le matin, eh bien, aussi, tu vas avoir un lever de soleil qui va te paraître très tard, du style 9h, 9h30 le matin. Donc, tu te retrouves avec une journée, en fin de compte, qui peut durer peut-être de 9h30 à 2h, ça fait 5 heures, quoi. 5 heures de lumière, quoi. Donc, ça fait... Mais ça a son charme aussi. Donc, c'est là que ça devient toujours très délicat. C'est vraiment en fonction de ce que l'on souhaite photographier. Si on veut couvrir beaucoup de terrain, etc., peut-être que la première fois pour visiter l'Écosse, je dirais qu'il faut peut-être éviter l'hiver pour la première fois. Y aller plus au mois de mai pour la première fois. Et après, effectivement, voir pour faire l'automne. L'automne, c'est quand même extraordinaire. L'inconvénient qu'on va avoir, qu'on peut rencontrer, c'est que l'automne ne dure pas longtemps. C'est-à-dire que la saison elle-même, officiellement, va durer comme toutes les autres saisons. Elle va durer un trimestre. Mais, tu parles des couleurs ou... Mais voilà, c'est au niveau des couleurs. Pourquoi ? Parce qu'on a du vent quand même. Il faut pas sous-estimer la puissance du vent et la froideur du vent qu'on a en Écosse. Et du coup, eh bien moi, ça m'est arrivé de voir en fin de compte un automne qui ne dure que 3 jours. Parce qu'en 3 jours, on a eu des bourrasques de vent et qui ont fait tomber toutes les feuilles des arbres. Il faut savoir que l'Écosse n'est pas, c'est pas comme c'est pas plat comme pays. Eh bien, les zones de boisées sont pas, elles recouvrent pas tout le territoire. En plus de ça, contrairement aux autres pays, je pense par exemple à la France, je pense à la Suisse, qui ont des montagnes, qui ont des vallons, qui ont énormément de surfaces boisées. Contrairement à ces pays-là, l'Écosse et le Royaume-Uni en général exploitent beaucoup plus. C'est un des pays qui exploite le plus les forêts. Et ce qui fait que c'est vrai que depuis maintenant presque 10 ans, à peu près 2015-2016, il y a beaucoup de dégâts en ce qui concerne les forêts en Écosse. Alors je parle de dégâts d'un point de vue visuel, d'un point de vue photographe. Ça m'avait choqué. Alors, pour dire, c'est la première fois que je suis arrivé en Écosse qu'on a pris le bus pour aller sur Skye. Et on avait passé un de ces endroits où ils avaient déboisé, puis ils déboisent ils déboisent, t'as l'impression qu'ils sont passés avec un camion sur la forêt. Ouais. Et ça faisait champ de bataille. Tu disais qu'ils ont tourné un film ici, enfin, c'était vraiment impressionnant. Il te reste des troncs un peu cassés à droite à gauche. Ouais, c'était assez spécial comme façon de déboiser, je trouvais. Ah ben tout à fait. Et moi, ça m'a impacté d'une telle façon puisque j'ai certains territoires dans certains points que j'aime traverser pour les stages photo. Et quand tu te retrouves que tu as toute une flanc de colline qui est ravagée, eh bien c'est la vue qui est complètement ravagée. Et donc d'une année à l'autre, en fin de compte, d'une saison à l'autre, je me suis retrouvé à avoir des points de photo qui ne fonctionnaient plus. Et tu parlais de l'île de Skye. Quand on est sur l'île de Skye, il y a un point très très connu qui est Old Man of Storr, qui est en fait une sorte de menhir pointé en haut d'une chaîne. Et pour arriver à ça, avant, donc on se garait. Et je te parle même d'une époque où il y avait même pas il y avait un tout petit parking vraiment. Maintenant, ça a été complètement réaménagé. Ils n'ont pas fini d'aménager les choses d'ailleurs. Et tu garais ta voiture et tu devais marcher pendant 3 quarts d'heure. Tu faisais une ascension à travers la forêt. Alors, je sais pas si toi, quand tu es venu, tu avais encore la forêt, mais à un moment donné, je suis repassé lors d'un stage et on devait y aller. Et là, écoute, je loupe le point. C'est-à-dire que je vois bien où je suis, mais je loupe le parking. Parce que je continue et je cherche, je m'attends à voir la forêt, etc., sur le bord de la route. Et la forêt n'y était plus. Et ça ressemblait à une carrière et un véritable champ de bataille. Et du coup, maintenant, pour arriver à Old Man of Storr, tu traverses en fin de compte ce qui ressemble à une carrière.
qui reboisent, mais bon, ça va prendre des dizaines d'années. Et ça ressemble à rien, ça ressemble absolument à rien. Et donc on a ça sur tout le territoire. Donc c'est vrai que euh, tu te retrouves à avoir certains points en fin de compte sur le territoire où tu vas justement capturer ces belles couleurs. Je pense par exemple justement toute la partie autour de toute la région de Robreuil, donc c'est les Trozac, donc très connu pour la végétation. Eh bien, ça, tu te retrouves à avoir des points comme ça qui sont de plus en plus réduits. Et en plus de ça, si le vent s'y met, ben tu peux louper la saison de l'automne relativement facilement, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, et puis au final, ces forêts, tu vois vraiment qu'elles sont pas naturelles pour la plupart. Elles sont très alignées, des pins très alignés comme ça. C'est un peu dommage qu'ils aient déboisé tant l'Écosse parce que quand tu vas dans la région, je sais plus le nom, de Cairngorms, Ouais, les Cairngorms. là où tu peux voir un peu de la forêt pas touchée par l'homme, il y avait vraiment sûrement de superbes forêts en Écosse. Alors, mais il y a une raison aussi, hein, c'est-à-dire que euh, cette exploitation, elle est essentielle. Et je parle pas à Ok. l'économie, hein, elle est essentielle elle est essentielle pour le pays. La raison pour laquelle aussi il y a eu beaucoup plus de dégâts qui a été fait, si on peut parler de dégâts, en fin de compte, aux alentours de 2015 et puis les années qui ont suivi, c'est parce qu'ils ont décidé, et ça c'est une bonne chose, de changer les arbres qui étaient plantés. Pendant très longtemps, quand ils replantaient lors des exploitations, ils ont replanté avec des arbres qui avaient tendance à pousser rapidement, et pas forcément des arbres qui étaient natifs du lieu. Et tu as par exemple le Mhm. Caledonian Pine, qui est le pin calédonien, donc le pin d'Écosse, euh, qui avait quasiment presque disparu. Et tu le pouvais retrouver, justement, tu parlais de Glen Afrique, à un moment donné, tu pouvais retrouver ça là-haut, euh, mais tu n'en avais plus beaucoup sur le territoire. Et bien, justement, c'est ça qu'ils essaient de replanter un maximum maintenant, pour que ce soit Ah, un peu tant mieux, plus. hein. Et en faisant ça, bien sûr, c'est pas uniquement pour l'arbre lui-même, mais on sait très bien que l'environnement de la faune, de la flore va influencer la faune qu'on va obtenir après. Donc c'est la raison pour laquelle ils sont en train de faire ça. Mais on se retrouve littéralement maintenant dans une période où effectivement, eh bien, si on il faut attendre que ça repousse. Mais Ouais, heureusement, il y a on est en pas, train de, c'est pas la chose. Les forêts sont pas la chose principale qui attire, qui peut nous non. attirer en Écosse, quoi. Je dirais, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Juste pour finir sur les périodes, moi, quand j'ai fait mon année complète en Écosse, j'ai vraiment trouvé novembre à décembre horrible parce qu'il y avait une bruine continue pendant 2 mois. Est-ce que c'est toutes les années comme ça ou est-ce que tu peux quand même arriver en novembre-décembre et avoir de quoi faire des photos? Ou c'est Non, vraiment 2 mois? Moi, c'est 2 mois que je ne conseillerais pas, quoi. Mais non, les photos, tu peux en faire toute l'année, hein. Tu peux oui, en faire absolument toute mais l'année. C'est et je dois dire que d'une année à l'autre, ça a tendance à changer. Ça a tendance à changer. Je pense que je pense sérieusement que c'est le réchauffement climatique qui influence énormément les choses à ce niveau-là. Là, on nous avait annoncé que l'automne serait assez pourri, qu'il allait pleuvoir pratiquement tout le temps, etc. Ça a été le cas. Ça a été le cas. Je suis pas sorti beaucoup. Bon, j'avais énormément d'autres choses à faire, mais je suis pas sorti tant que ça. Et après tout dépend où c'est qu'on va également, en ce qui concerne la brume, etc. Euh, c'est vrai pas qu'en brume, c'est de la bruine. C'était c'est pas, genre une voilà, petite pluie continue. oui, c'est pas la brume, oui, c'est la bruine. Donc tu peux effectivement avoir ça. Mais je dois dire que quand je pense à Édimbourg, par exemple, Édimbourg, c'est une ville magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. J'adore. Et cette ville-là, pourtant, on peut très bien l'apprécier par super beau temps. Elle va être magnifique, cette ville, par beau temps. Mais pour moi, Édimbourg, la meilleure façon de voir Édimbourg, c'est par un jour de pluie ou un jour de bruine. Voilà. Donc,
Je t'avouerai que ça fait assez d'années que je suis là pour apprécier en fin de compte la pluie, pour apprécier la Ok. bruine. Et que si j'avais envie d'avoir des paysages sans pluie, sans bruine, je viendrais pas forcément en Écosse, hein. On peut pas avoir, ou je viendrais pas forcément au Royaume-Uni. On pourrait pas avoir les paysages qu'on a sans avoir la météo qu'on a. Voilà. Non, je suis assez d'accord. Une météo changeante, c'est super pour la photo. Mais c'est ça qu'on a. C'est-à-dire que ce qui définit l'Écosse par rapport à l'Angleterre, par rapport à ailleurs, ça va être la lumière. Pour moi, la lumière en Écosse, je l'ai vue nulle part ailleurs. Et ce qu'elle a de particulier, cette lumière, c'est justement parce que je parlais du vent tout à l'heure, qui est quasiment omniprésent. Et on s'en rend compte qu'il est omniprésent, enfin, surtout quand on habite ici, on s'en rend pas compte. Et on s'en rend compte quand on va passer du temps à l'extérieur, c'est-à-dire dans d'autres pays. Et là, on a du mal à respirer, ce qui est mon cas. J'ai du mal à respirer quand je suis en France parce que j'ai toujours l'habitude d'avoir du vent et on se rend compte que quand on n'a plus de vent, et ben t'as l'impression de suffoquer un petit peu. Et cette omniprésence du vent et de ces nuages fait qu'en fin de compte, on a un balayement de la lumière. Et j'ai toujours tendance à dire, et je suis pas un homme de, je suis pas un homme de foi, mais j'ai toujours tendance à dire que c'est un peu comme si c'était Dieu qui nous éclairait la terre comme une estrade, comme une scène de théâtre. Et ça nous crée une lumière par spot comme ça qui vient éclairer certains éléments et pas d'autres. Et pour moi, c'est la particularité de l'Écosse. Et j'irais même jusqu'à dire qu'à la limite en Écosse, tu peux aller n'importe où. Grâce à cette lumière, le sujet le plus commun va te faire la photo la plus extraordinaire. Parce que c'est la lumière qui va tout faire. Ouais, la lumière, c'est vrai que ces nuages qui éclairent des zones et pas d'autres, c'est quelque chose que j'ai pas vu beaucoup ailleurs. Et surtout pas aussi régulièrement. On a c'est vraiment dur de sortir une journée en Écosse et de pas avoir un moment où faire la photo, ou faire une bonne photo, quoi. Tout à fait. Hum, Mais ça va porter un à part, problème. Ça va poser un problème. C'est-à-dire qu'on est en photographe, on a tendance à nous dire, le meilleur moment pour faire une photo, c'est au lever du soleil ou au coucher du soleil. Et la problématique qui va se poser, c'est que si on part dans cet objectif-là avec ça en tête, on part à la casse. On part à la casse parce qu'en fin de compte, on pose tous nos espoirs sur un moment qui va durer qu'une demi-heure ou dans un sens ou dans l'autre. Et la chance d'avoir les super bonnes conditions pendant une demi-heure dans la journée, eh bien, c'est quand même relativement difficile. Et si j'avais un conseil à donner, c'est à toute personne qui allait en Écosse et qui a une âme de photographe, ne pas penser à oublier l'histoire du lever et du coucher de soleil, oublier les heures d'or. Si vous les avez, tant mieux, mais ne vous focalisez pas là-dessus. Regardez ce qui se passe dans la journée. Et vous allez être drôlement surpris. Moi, mes meilleures photos de l'Écosse n'ont pas été forcément faites au lever ou au coucher du soleil. Voilà. Et donc, je dirais l'un n'empêche pas l'autre. Il faut non, rester ouvert la journée tout à fait. et Tout quand à même fait. essayer de planifier d'être bon endroit pour le coucher et le lever de soleil parce que si ça marche, ça fera quelque chose d'exceptionnel. Tout à fait. Absolument. Mais combien de fois, je dis ça parce que combien de fois j'étais frustré dans le passé. Je t'avouerais qu'avec l'âge, avec les années passées ici, on devient de plus en plus philosophe. Et c'est vrai que combien de fois j'ai été frustré lors de mes sorties parce que tu planifies tout, t'attends ce coucher de soleil, t'es là depuis 3 heures, 4 heures, et puis t'as un nuage qui arrive et il est au mauvais endroit. Ou bien tu as la pluie qui commence à tomber, mais pas au bon moment, etc. Et donc, voilà, ce niveau de frustration, tu vas le rencontrer plus en Écosse que tu vas le rencontrer ailleurs, parce que partout où j'étais ailleurs, tu arrives à estimer ce que va être le coucher de soleil. Et tu peux te préparer longtemps à l'avance. Okay. Et tu es presque garanti d'avoir le résultat escompté. En Écosse, c'est pas le cas. Et c'est justement l'avantage, c'est que ça nous permet d'avoir des opportunités qui arrivent le restant de la journée que ce qu'on n'aurait pas forcément ailleurs. Quand je vais en France, par exemple, je suis grandi dans le sud-ouest, très nombreuses fois dans la journée, c'est absolument impossible l'été. Par contre, tu vas avoir de très très belles couleurs pour le coucher de soleil ou le lever de soleil. Mais dans la journée, c'est absolument atroce parce que tu as un ciel tout bleu sans moindre nuage et c'est absolument... c'est atroce. Sans âme. Et
Petite dernière chose par rapport aux saisons, moi quelque chose qui m'avait beaucoup plu, je sais pas si t'as beaucoup photographié cette période, mais c'est autour d'avril ou comme ça, début avril je dirais. Dans les Highlands, on a encore ces chapeaux de neige et on peut marcher assez facilement dans le bas des montagnes, mais par contre le haut des montagnes est vraiment assez spécial par des choses qu'on voit pas vraiment dans les Alpes. C'est vraiment ces chapeaux assez limite assez c'est constante sur les montagnes de neige blanc et après on passe à l'orange. Et je trouve que c'est une période aussi assez sympa si jamais à photographier. Tout à fait. Non, non, t'as tout à fait raison. Euh, même jusqu'au mois de mai des fois, même jusqu'au mois de mai, c'est Ok. assez impressionnant. Combien de fois je fais tous les ans quand je fais mes stages photo, on arrive, on planifie ça mi-mai, etc. Et puis on va dans le nord, dans le Grand Nord, et puis tu vois effectivement ces chapeaux blancs alors que t'as les fleurs en bas, quoi. Donc c'est ouais, non, très intéressant. Et si on parlait vite fait un peu de combien de temps pour un voyage en Écosse, bon, c'est sûr que on peut faire de un jour, mais pour quelqu'un qui a un petit moment, combien de temps on pourrait imaginer passer en Écosse et surtout quel moyen de transport tu conseilles pour voyager en Écosse? Alors la durée, je dirais, c'est en fonction de chacun. C'est sûr que si on vient pour un week-end en Écosse, vous allez plus rentrer frustré qu'autre chose. Parce que vous allez avoir envie de visiter autre chose. Mais je m'attends à ce que personne aille visiter un pays en un week-end, ce serait complètement absurde. Bon, Euh, disons plutôt en une semaine. Une semaine, est-ce que tu penses qu'il y a un circuit qui peut être assez intéressant à faire en une semaine? oui, tout à fait. Il y a énormément. On peut voir, on va être forcément limité, mais on peut organiser effectivement pendant une semaine et voir et voir la majorité du territoire. Tout à fait. Se faire une bonne idée du pays. Moi, par exemple, c'est vrai que même mes stages, on a tendance à avoir une moyenne aux alentours de 4-5 jours, hein. Et sur 4-5 jours, bon, on fait pas mal de routes, hein, dans la majorité des cas. Et on voit la plus grande variété, effectivement, de l'Écosse. Donc oui, une semaine, ça le fait très bien. 2 semaines, je dirais, c'est idéal. Ce qu'il faut se dire, c'est pas tant sur la durée, parce que la durée en soi, c'est une chose, mais c'est simplement que ça nous permet de moins souffrir moins souffrir de la météo, en fin de compte. Mhm. Et donc, quand on visite un lieu, c'est vrai que si on met la photographie de côté, moi j'adore sortir. Les meilleurs moments pour prendre la photo, c'est toujours après ou avant ou après la pluie. Mais ce qui veut dire que pendant qu'il pleut, on est dehors. Donc, ce qui est pas forcément, et je reconnais que d'un point de vue visite d'un pays, c'est pas forcément la météo la mieux pour pouvoir visiter un pays. Mais et donc du coup, ben, c'est vrai qu'on peut arriver. Ça peut arriver on se tape toute une journée, surtout quand on bouge, qu'on se tape toute une journée où il va se mettre à pleuvoir. Alors ça fait pas comme en France ou en Europe où on peut avoir une semaine entière qui se met à pleuvoir. C'est pas trop comme ça en fin de compte. Le Royaume-Uni en général, c'est plus les fameux comment on appelle ça les. 4 saisons en une journée? Alors il y a les 400 en journée, mais je pensais ce qui se passe au mois de mars, les giboulées, voilà, ce qu'on appelle les Ah, giboulées en France. Les giboulées de mars, eh ben, en fin de compte, on a ça toute l'année. On a ça toute l'année, en fin de compte. Et donc, des fois, ben, ça peut être un petit peu frustrant. Et si on est amené à se déplacer tout au long de la journée, eh bien, on peut partir dans le même sens que le vent, je veux dire. Donc, du coup, tu peux s'ouvrir toute la journée. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si on a une différence entre passer une semaine et 15 jours, eh bien, ça nous permet d'avoir un peu plus de saison, un peu plus de variété, un peu plus de complaisance de la part de la météo sur le temps qu'on va passer en Écosse. Voilà ce que je dirais. ok. Et puis niveau moyen de transport, à mon avis, c'est la voiture ou tu penses qu'il y a moyen de se déplacer en train, en bus? Alors non, je recommanderais pas le bus. Le train, alors curieusement, et je l'ai pas encore fait. Je l'ai pas encore fait. Ça m'est arrivé de prendre le train, mais pas certains itinéraires qui sont intéressants et que j'ai toujours voulu faire. Il y a quelques itinéraires à faire en train qui seraient très intéressants, de par le train, de par le fait qu'on est assis, relax, en train de regarder et on voit le paysage dérouler et c'est magnifique. En plus de ça, les chemins de fer
dans certains endroits, passent dans des lieux qui sont qu'on ne verrait pas forcément avec la voiture. Mais cela mis de côté, le meilleur moyen pour visiter l'Écosse, je vais dire, c'est la voiture. Et pour ceux qui seraient motards, je dirais les motards adorent l'Écosse. Mais c'est vrai qu'il va falloir faire gaffe. Et puis il va falloir, je dirais, les motos, on n'en voit pas l'hiver. On n'en voit pas, ouais, on n'en voit pas l'hiver. Donc c'est principalement l'été et à partir du mois de mai pour la moto. Mais les motards vont énormément apprécier parce que contrairement aux États-Unis, on n'a pas de route droite. Donc c'est extrêmement sinueuse et on sait très bien que les motards, ceux qui aiment bien conduire, aiment bien forcément ces routes sinueuses. Voilà. Donc c'est une expérience assez extraordinaire et surtout quand on va dans le Grand Nord, on a l'impression en fait de rouler sur la Lune.